Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'INSEC, où ce soir nous avons donc l'occasion d'accueillir des sportifs de haut niveau, des sportifs de l'extrême. Et je vais commencer par Philippe Croison, aventurier, conférencier. Philippe qu'on ne présente plus pour tous les exploits qu'il a déjà réalisés. Jérémy Croison, de la même manière sportif de l'extrême, Ironman, Paris-Dakar. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Philippe, on t'entend. Philippe, on t'entend. Thibaut Wadowski, alpiniste, qui se prépare donc à gravir cet été un sommet de la chaîne himalayenne. Et puis Anthony Bassi, cofondateur du groupe Tendance Sport. Alors Philippe, est-ce que tu nous entends? Moi, je vois plus rien. Philippe Croison, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Ah, aussi. D'accord. Tu m'entends? Moi, je suis désolé, si vous me voyez, vous m'entendez. Moi, je vais couper et je vais reprendre parce que là. Donc Philippe va revenir. Alors on va commencer. Alors en attendant que Philippe revienne, je vais proposer à Jérémy de se présenter dans un premier temps. Très bien. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Thibaut, Thierry et Anthony. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors, donc, je suis Jérémy Croison. Je suis triathlète. J'ai fait plusieurs courses en Alpha Ironman. Et puis, en 2020, j'ai pris le départ du rallye Dakar, le rallye le plus dur du monde. Merci Jérémy. Thibaut Wadowski, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tous également. Thibaut Wadowski, du coup, actuellement en poste dans le bâtiment et comme passion l'alpinisme. Donc, un futur sommet prochainement et plein de belles choses déjà réalisées. Donc, il n'y a plus qu'à. Ok, merci Thibaut. Anthony Bassi. Bonjour, enchanté, bienvenue à tout le monde, fondateur du groupe Linktibi et de Tendance.sport. Ok. Philippe, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es revenu? Oui, je suis là, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Il y a eu un gros écran bleu. Écoutez, moi, c'est Philippe Croison, papa de Jérémy Croison, donc fier de son fils, bien sûr. Et, et donc, aventurier de l'extrême, hein, voilà, la Manche, les 5 continents, le Dakar et tout ce qui s'ensuit pour vivre en équipe et essayer de vivre des moments forts. Donc, bienvenue à tous. Ok, merci Philippe. Alors, j'ai une première question pour toi, Philippe. On m'a dit tout récemment que tu projetais bientôt de partir dans l'espace. Est-ce que tu peux nous donner une date précise, en fait? Une date? Une date précise. Alors, une date. Voilà, il n'y a pas la date. Nous parler de ce projet déjà et nous donner une date peut-être. Alors, toujours pareil, hein, c'est toujours une discussion de comptoir entre deux potes et ça se transforme en réalité. Et j'envoyais effectivement un petit message à Elon Musk sur Twitter et qui s'est transformé en réalité puisque au mois de septembre, on a rendez-vous à Cap Canaveral en Floride pour assister au premier décollage de la première fusée touristique avec Jared Isaacman qui sera le pilote, accompagné de 3 touristes. Et 3 jours plus tard, j'ai rendez-vous avec eux en mer pour l'amérissage. Et ensuite, on passe un moment tous ensemble pour voir comment on peut envoyer un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes dans l'espace, dans une navette. Et surtout avec un gros casque parce que ça va cogner un peu partout. Mais encore une fois, tout est possible. Tout est possible parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. Et voilà, c'est le message le plus fort que je te transmets aujourd'hui, c'est osez, tentez votre chance. N'attendez pas que ça vienne. À vous de la provoquer. Et donc, celle-là, du coup, comment tu l'as provoquée? C'est parti d'où, en fait, cette histoire? C'est parti d'un tweet avec mes followers en leur disant si j'atteins 50 000 followers avant Noël, on était à un mois de Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk et 2 heures plus tard, j'atteins 54 000 followers, donc je suis pris à mon propre piège. Et j'envoie un tweet à Elon Musk en disant bonjour Elon, voilà, je m'appelle Philippe Croison, j'ai pas de bras, pas de jambes, je suis un aventurier français, envoyez-moi dans l'espace. Et quelques instants plus tard, il me répond en disant écoute Philippe, enchanté de faire ta connaissance. Dès que SpaceShip est prêt, on t'envoie dans l'espace. Et moi qui ne me démonte jamais, je lui dis écoute, mes messages privés sont ouverts, on s'écrit en privé. Et depuis, on n'arrête pas d'échanger. Et donc, le délire est lancé. Maintenant, la plus grande des victoires, je dirais, c'est d'aller à Cap Canaveral, d'aller en Floride, d'aller vivre un moment de partage avec eux. Si je vais dans l'espace, je pense que ça sera juste un petit plus. Déjà, la victoire est... D'accord. Alors, ce soir, la thématique, c'est le dépassement de soi. Une autre question. Pour toi, le dépassement de soi, ça a commencé à quel moment? Ça a commencé dès que j'ai eu mon accident. Le dépassement de soi a commencé en centre de rééducation. Le centre de rééducation, c'est la véritable école de la vie. Vous savez,
ceux qui ont rencontré, je dirais, des gros problèmes dans la vie, qui ont trouvé leur outil de résilience, qui ont atteint la résilience. Et donc, moi, en centre de rééducation, mes premiers objectifs, c'était de faire mes premiers pas, de remarcher, de brosser les dents seul, de faire beaucoup de choses tout seul. Je vois Jérémy qui se fend la poire parce que au départ, honnêtement, je ne faisais pas grand-chose tout seul. C'était surtout Jérémy qui faisait beaucoup pour moi, mon garçon. Mais le centre de rééducation, c'est le retour à la vie, quoi. C'est de la franche camaraderie, c'est le retour à la vie. Et après, dans mes aventures, que ce soit pour la traversée de la Manche, j'ai eu cette expérience du centre de rééducation qui m'a vraiment aidé, à franchir les caps de difficulté. C'est-à-dire quand on n'y croit plus, il ne faut pas lâcher, l'affaire. Donc, il faut continuer. Donc, voilà un petit peu mes premières étapes. Très bien, merci. Alors, pour nous accompagner, parce que je ne l'ai pas nommé quand même, pour nous accompagner ce soir, Thibaut Carrière, élève en Master 2 et Management du sport à Bordeaux, et qui a organisé en fait cette soirée, qui s'occupe donc, qui est actuellement en alternance et en apprentissage chez Tantasport, et qui s'occupe notamment du développement de la marque Tantasport, et qui va nous accompagner et relayer avec moi les questions qui viendront du chat. Alors, je vous rappelle quand même le cadre. On va se donner à peu près 60 minutes pour cette conférence, ou plus si affinité, on verra. Et l'idée, c'est qu'on relaie donc auprès des invités toutes les questions qui seront pertinentes. Donc, je vous rappelle qu'on est connecté en ce moment sur YouTube, sur les comptes de l'INSEC, LinkedIn et Facebook. Et donc, à partir de tous ces canaux, toutes les questions vont arriver sur le chat. Thibaut, peut-être que tu as une question pour enchaîner. Ben, moi, ça me fait rebondir sur ce qu'a dit Philippe. C'est un peu une marque de fabrique maintenant chez les Croisons. Nous, on vous suit dans l'agence depuis quelques années maintenant. Donc, Jérémy, d'où est venue cette idée de participer déjà au Dakar, sur les traces un peu du papa, et par rapport au rallye du Maroc? Enfin, si tu peux nous parler de ce nouveau projet. Alors oui, participer au Dakar, ça m'est venu en fait. Je suis passionné de sport automobile depuis tout jeune, depuis déjà petit, et c'est un milieu qui m'attire déjà beaucoup depuis le début. Et c'est vrai que le Dakar, c'est l'épreuve ultime du rallye raid. Mon père l'a fait en 2017, et forcément, en le voyant faire, on a encore plus envie de le faire. Donc, ça a été une accumulation d'envie, de plus envie et encore plus d'envie. Et du coup, à la fin, on s'est dit, faut arrêter d'avoir envie, il faut se jeter dedans, il faut y aller, il faut se lancer, il faut monter un dossier, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des partenaires, il faut se former, il faut faire des courses, il faut s'entraîner. Et donc, l'envie, elle est partie de là, de cette histoire que j'ai avec le sport automobile. Et ensuite, puisque c'est la thématique du dépassement de soi, peut-être le plus compliqué, ça a été la recherche de partenaires et la recherche de sponsors. C'est peut-être aussi un thème qu'on pourra aborder pendant cette heure, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus évident. Et le dépassement de soi commence presque à partir du moment où on a le dossier en main et qu'on va chercher les partenaires et les sponsors. Ok. Merci Jérémy. Pour rebondir donc et pour enchaîner avec cette question, de quelle manière en fait est venue l'idée de la team Croisons? Et aujourd'hui, comment vous vous êtes organisé? Comment vous répartissez en fait les rôles, toi et ton père? Alors, je commence et puis papa complète si derrière. En fait, la team Croisons est assez large. Il y a un côté historique et déjà existant des conférences et de toutes les aventures que mène mon père. En parallèle, on a créé les Frères Croisons pour les 2 ans qu'on a fait et qu'on a passé avec mon petit frère Grégory à s'entraîner, à se préparer pour le Dakar 2020. Et récemment, on a essayé de regrouper tout cet univers-là sous la team Croisons, parce que l'idée, c'est au-delà de mener des aventures, au-delà de montrer que tout est possible, on a envie aussi de fédérer des entreprises, on a envie de fédérer des professionnels pour essayer de les accompagner ou pour essayer de collaborer avec eux de façon à ce que on puisse favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel, essayer d'avoir une lumière un peu plus forte sur le handicap et partager les valeurs et du sport et du handicap qui sont relativement communes au sein de cette bulle, on va dire, Team Croisons. Mais pas mieux. Du coup, moi, ça me fait rebondir un peu pour parler de Thibaut, alpiniste. Comment est venue cette idée et cette envie de faire de l'alpinisme, qui est un sport extrême et qui n'est pas un sport des plus pratiqués et qui est assez rare comme sport?
C'est né il y a 4-5 ans maintenant. Ça a été pour moi une énorme expérience avec ma compagne de partir au Népal une première fois pour faire un bout de sommet qui s'appelle le Kalapatar, pour faire vraiment un dépassement de soi, une prise de conscience sur plusieurs choses. J'ai goûté à l'Everest en étant au pied à travers le Kalapatar. Puis quand on voit l'Everest, on se dit pourquoi pas. On redescend euphorique et puis ça, comme tout le monde, ça mûrit un peu dans la tête et puis petit à petit on se dit on se lance quoi. Donc une envie vraiment de dépasser ses peurs, de vraiment avoir une pleine conscience de ce qu'est la vie. Pour moi c'est important de quitter son sentier battu qu'on a tous les jours et d'aller s'exprimer en montagne et de se laisser vivre en fait entre guillemets quoi. Thibaut, tu avais un premier projet, c'était de partir au mois d'avril, donc sur un premier sommet de la chaîne himalayenne. Ce projet est tombé entre guillemets à l'eau dans la mesure où tu as dû te repositionner sur un deuxième sommet pour le mois d'août, je crois. Aujourd'hui, de quelle manière tu te prépares? Où en es-tu de ta préparation? De quelle manière on rebondit d'un projet à l'autre au niveau mental? Et au niveau mental, de quelle manière on se prépare en fait? Voilà. Physique et mental, bien évidemment. Alors, niveau mental, on rebondit avec un préparateur mental qui s'appelle Thierry Loret, qui suit et qui aide énormément à la réflexion. Alors, nos interactions sont plus ou moins fréquentes, mais elles permettent malgré tout d'avoir une vraie remise en question et de bien se repositionner. C'est très important. C'est un deuil, c'est un mot peut-être un peu fort, mais ça reste un deuil de quitter une ascension qui se fera pas. On s'y prépare 6 mois à l'avant, on se répète constamment le passage, les chemins, et puis du jour au lendemain, faut mettre une croix dessus et il faut repartir. Il faut repartir vite parce qu'on a aussi des sponsors derrière et qu'il faut quand même donner du grain à moudre entre guillemets. Donc on s'est réorienté rapidement sur le Shoyu. Mentalement pas évident parce que réapprendre, se reconstruire au travers de tout ça. Après, on y bosse et puis il n'y a pas de raison, on va y arriver. C'est quoi l'altitude? 8201 mètres pour le Shoyu. 8201 mètres. Et l'Himalaya, il est à combien le plus haut? L'Everest, il est à 8848 mètres. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu, mais non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. T'aurais pu taper haut d'entrée, en fait. C'est ce qu'il voulait dire, Philippe. Non, je voulais pas dire ça. Non, bien au contraire. Mais la remarque, elle est bonne. Les quelques 600 mètres qui séparent en termes d'altitude, pour un alpinisme qui a un niveau comme le mien, à savoir standard, c'est quand même 5 à 6 jours de marche complémentaire à cette altitude-là. C'est à partir de 8000 mètres, on rentre dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Donc, il n'y a plus suffisamment d'oxygène. L'organisme se dégrade à une vitesse déconcertante. Il faut savoir que le corps fait le choix d'arrêter certains organes, par exemple, pour privilégier la marche, la respiration. On parlait de dépassement de soi dans la zone des 8000. C'est le but de ce soir. Clairement, c'est un jeu contre la montre et il faut y aller, quoi. C'est ça que moi j'apprécie. Voilà. D'ailleurs, je rebondis, Thibaut, tu utilises souvent le mot se sentir en vie, qui est un mot quand même fort. Ouais. Tu parlais de zone de la mort et là tu utilises souvent le se sentir en vie. Comment tu peux expliquer à toutes les personnes qui sont là un peu ce mot? C'est un paradoxe qui est compliqué parce qu'on associe réellement et très souvent l'alpinisme à la mort. Moi, c'est vraiment tout ce que je veux pas. C'est une découverte, c'est une aventure, pour reprendre les termes de Philippe, et je suis complètement en phase avec ça. Se sentir en vie, on apprend tellement, on est tellement nourri, on est face à soi-même. Il y a des jours où on marche, on sort de la tente le matin, il fait froid, on a les mains qui n'ont pas envie d'y aller, les jambes qui n'ont pas envie d'y aller, il y a la tête, il faut y aller. On se dit ça va être une bonne journée, et puis on finit toute la journée par marcher, pleurer, toute la journée. Il y a des émotions qui sont complètement décuplées, on ne comprend pas ce qui se passe, on associe ça à rien en fait.
Et se sentir en vie, c'est ça quelque part, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est face à cette nature, enfin, quand on redescend, moi j'ai un esprit qui est tellement nourri, je suis grandi de toute relation, c'est ça, se sentir en vie. Alors oui, il y a une confrontation qui est certaine avec la mort, entre guillemets, oui, ça existe, il n'y a pas de sujet. Hein. L'alpinisme, ça serait si on montait dans un ascenseur et qu'on arrivait en haut de l'Everest. C'est peut-être aussi ce qui fait son charme, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un peu ça, se sentir en vie. Ok. Merci. Anthony Bassi. Alors tu t'es déjà présenté rapidement, mais est-ce que tu pourrais peut-être en dire plus donc, sur le rôle de l'agence, et notamment le rôle de l'agence dans le cadre de l'accompagnement des athlètes, et notamment des projets Croison et le projet de Thibaut? Alors, donc on démarre bien sûr donc avec la rencontre, la rencontre que nous faisons donc avec tous ces sportifs. Nous validons avec eux donc les objectifs, les différentes attentes. C'est vrai qu'il y a toute une sélection qui est mise en avant et on le remarque avec aujourd'hui les sportifs avec la chance avec laquelle on travaille, c'est qu'il y a une philosophie derrière tout ça. Il y a l'envie de mener un challenge, un objectif, un esprit d'équipe et bien évidemment une aventure riche et passionnante. Donc en fait, on va travailler avec eux toute la stratégie marketing avec un storytelling avant, pendant et après. On met en place les différentes activations avec les partenaires, fournisseurs, sponsors et on les accompagne tout au long donc de leurs objectifs, tout au long de leur parcours sur ce challenge qui se lance pour les médiatiser, les diffuser au maximum. Donc ça va passer par différents outils marketing, donc le web, les réseaux sociaux, toute la partie print, le montage des dossiers aussi pour les sponsors, c'est très important puisqu'aujourd'hui les sponsors sont très sollicités et c'est là où en fait ils vont pouvoir faire la différence et arriver avec des dossiers qui sont carrés et des agences qui sont derrière équipées pour pouvoir les suivre. Donc j'ai une équipe qui est fabuleuse, dont Thibaut en fait partie, qui permettent aujourd'hui de réaliser tout ça. On l'a vu avec la team Croison, c'était une aventure outre le fait outre le challenge en lui-même, ne serait-ce que toute l'aventure de préparation, c'était génial. On a mis en place énormément de choses. Je pense qu'on s'est même autant éclaté, dans la préparation que sur le lancement, que sur le Dakar en lui-même. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre à profit et mettre à disposition aussi notre savoir dans le marketing et spécialisé dans le sport principalement au profit de ces sportifs. Ok, merci. Anthony. Du coup, Anthony et Jérémy, enfin toute la team Croison avec Jérémy, comment s'est passée la rencontre avec Anthony et comment procéder à préparer en collaboration avec Anthony et l'agence toute une préparation à un projet, que ce soit le Dakar, que ce soit le rallye ou d'autres projets que Philippe peut mener également? Eh bien, en fait, la rencontre, elle s'est faite assez naturellement. On partage sensiblement les mêmes valeurs, on partage les mêmes envies, on a le même âge quasiment. Donc, tout ça, il a eu un bébé il n'y a pas très longtemps, moi en même temps. Donc, c'était assez drôle. Tout ça est connecté et tout ça fait du sens. Et finalement, comment on prépare ça? On se fait un planning, c'est très professionnel. Avec Anthony, on a beaucoup travaillé sur un planning justement, avec des mises en avant, avec des travails, avec beaucoup de conseils aussi, parce que finalement, moi, c'est pas forcément mon cœur de métier de me vendre et de faire du marketing. Donc, du coup, Anthony a été a pris beaucoup de temps pour expliquer, a pris beaucoup de temps pour essayer de m'apporter le maximum d'éléments et d'informations possibles pour que l'on puisse monter quelque chose de très carré, de concret et quelque chose de vendeur aussi pour aller démarcher toujours et encore les sponsors finalement. Merci Jérémy. Philippe Croison, de quelle manière en fait on se prépare, combien de temps à l'avance en fait on se prépare à un événement majeur pour toi en tout cas, et est-ce que par exemple tu associes à ta préparation physique de la même manière une préparation mentale? Est-ce que ça se fait en même temps? De quelle manière tu t'y prends? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Par exemple, pour la traversée de la Manche, qui s'appelle l'Everest de la natation. Donc, Thibaut, je t'attends. On va ça s'appelle l'Everest de la natation parce que c'est l'Everest et la traversée de la Manche ont été à peu près dans les mêmes années.
et le taux de réussite est d'environ 10%. Hein. Tu m'arrêtes, Thibaut, si je dis une bêtise. Hein. On n'est pas loin. C'est à peu près ça. Et donc, moi, quand je lance ça, j'ai 40 ans. J'ai jamais fait sport de ma vie. Je suis gras comme un petit lardon. Je regarde la télévision depuis environ 10 ans, depuis mon accident. Et je décide de me lancer dans cette aventure, de vouloir traverser la Manche à la nage. Un de mes vieux rêves que j'avais vu sur mon lit d'hôpital, quand je me réveille, on allume la télévision et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage et je me dis, pourquoi pas moi un jour? J'avais juste oublié comment on va enlever 2-3 trucs, enfin 4 du moins. Et je me lance dans cette aventure, je monte une équipe et j'essaie de m'entourer d'une équipe de winners. Et en 2 ans de temps, on transforme le personnage, on transforme un petit grassouillet en un athlète de haut niveau qui est capable de faire monter son cœur dans des tours assez extraordinaires et les faire redescendre aussi vite. Donc, et c'est comme ça qu'on a pu réussir la traversée de la Manche le 18 septembre 2010 en 13h26 minutes. Et la préparation mentale est primordiale. Et Thibaut l'a très, très bien dit tout à l'heure. Sans préparation mentale, c'est pratiquement une mission impossible. C'est-à-dire, non seulement on prépare le physique, par exemple, l'Everest de la natation ou alors l'Everest que va grimper Thibaut, on va dire que, allez, c'est 25-30% physique et le reste, c'est la tronche. C'est le cerveau qui continue. Ton corps, il dit stop. Ton corps, il dit arrête, tu es en train de faire une connerie. Tu vas trop loin. Et ton cerveau, il dit non. Il y a des gens qui t'ont accordé leur confiance. Tu dois aller au bout, mon gars. Non seulement tu ne veux pas te décevoir toi, c'est ton rêve. Tu ne veux pas décevoir ton équipe. Et surtout, tu ne veux pas décevoir tous tes partenaires, tous ceux qui ont cru en toi. Et c'est comme ça que je vais au bout de la Manche, dans mon dépassement de soi pur et dur, et que je vais au bout. Et moi, pour préparer la Manche, par exemple, j'ai fait, excuse-moi, mais 4 mois de sophrologie, puisque je suis quelqu'un d'hypersensible en même temps. Jérémy te le dira, dans la famille ou dans mes équipes, on m'appelle la chialeuse. Je pleure en permanence. Donc, mais vraiment, en plus, ça, je ne me cache pas. Je suis une chialeuse. Il y a une bonne nouvelle, je chiale. Il y a une mauvaise nouvelle, je chiale. Donc, non, mais c'est bon de pleurer. C'est bon de pleurer. Il ne faut surtout pas en avoir honte. Ça fait partie de l'aventure. Et surtout, c'est les moments de joie. Quand tu pleures de joie avec l'équipe et tu te dis, putain, on l'a fait. Là, il peut se passer n'importe quoi. Quand tu arrives au bout et tu te dis, non seulement tu as ta joie interne, j'espère Thibaut que tu vas la ressentir, mais quand tu vas arriver en haut, tu vas te dire putain, on en a chié, mais on l'a fait quoi. On a été au bout. Et donc, j'ai fait ces 4 mois de sophrologie pour gérer mon émotivité. Et après, sur mes autres aventures, j'ai pratiqué la cohérence cardiaque pour gérer mes pulsations cardiaques et l'auto-hypnose. L'auto-hypnose pour m'évacuer ailleurs quand je suis vraiment dans la difficulté. Mon cerveau s'en va, je fais l'auto-hypnose et là, je me sens bien et je continue mon aventure. Donc, voilà un petit peu comment j'ai procédé. Je vous raconte ça très, très rapidement parce qu'on est très nombreux à parler et je pense que Thibaut et Jérémy vont pas me contredire dans ce que je viens de dire. Il faut préparer le physique, mais il faut absolument préparer le mental. Ok, merci Philippe. Est-ce que Jérémy, tu pourrais nous parler un peu de ce nouveau projet là qui va voir le jour incessamment sous peu? Alors du coup, pour parler de ce projet, je suis obligé de parler du Dakar. On s'est préparé pendant 2 ans pour faire le Dakar. Papa vient très justement de le dire, en disant on n'a pas envie de décevoir les sponsors, on n'a pas envie de se décevoir et on a envie d'aller au bout de l'aventure. Il s'avère que le jour où on prend le Dakar, on fait 220 km et le véhicule, le moteur explose, casse et on casse l'intégralité de la mécanique. Donc abandon dès le premier jour sur le Dakar dont on rêvait de faire depuis des années et sur 2 ans de préparation. Pour moi, ça a été très très compliqué à le vivre émotionnellement. J'en ai fait des cauchemars jusqu'à cet été encore. 6 mois après, je faisais encore des cauchemars. Je me réveillais la nuit, je m'imaginais en train de faire de la réparation de mécanique, etc. Et donc revivre toutes ces émotions-là, revivre cet abandon, c'était très compliqué à vivre et j'avais pas envie de rester sur un échec. J'avais pas envie de dire bon sang, on m'a accordé la confiance. Bon sang, je me suis préparé pendant 2 ans. Bon sang, je mérite mieux qu'un échec et un abandon dès le premier jour. Du coup, on s'est dit, il faut rebondir, il faut aller chercher une autre aventure et quoi de mieux que de prendre une revanche finalement avec la participation au Rallye du Maroc en octobre 2021. Donc d'ici, on va dire en gros 6-7 mois, si tout va bien, je suis au départ du Rallye du Maroc en octobre. Ok. Une question d'Elisa dans le chat pour Thibaut Wadowski. Thibaut, comment peut-on faire une préparation physique pour être apte à gravir cette zone de la mort? Et avez-vous déjà atteint les 8000 en altitude? Je
je vais rejoindre encore une fois Philippe. Je pense qu'on peut simplement pas se préparer physiquement pour, pardon, pour les 8000. C'est vraiment du psychologique. Oui, il y a une grosse part physique qui joue et évidemment, au mieux on arrive en forme dans cette zone-là, au mieux on devrait se porter. C'est du foncier, c'est beaucoup de vélo, c'est de la course à pied, c'est du rameur. J'ai acheté un rameur malheureusement, mais mais vraiment en toute sincérité, c'est dans la tronche que ça se passe et c'est avec justement la cohérence cardiaque. Le corps n'a vraiment pas envie d'y être, hein, faut en avoir conscience. Donc c'est se dire on y va et on y tient. Et pour la deuxième partie de la question, ce sera mon premier 8000. Il y a eu des autres expéditions précédentes, mais ce sera mon premier 8000, d'où le choix du Shoyu dans ce second choix. Voilà. Et dans le cadre de ta préparation physique, un médecin, un kiné peut-être, un diététicien de la même manière? Ouais, là aujourd'hui je suis suivi par un kiné qui fait également de la médecine chinoise, donc c'est un gros atout. C'est du repositionnement osseux, c'est des choses qu'on n'imagine pas par rapport au corps qui soit capable. À titre d'exemple, quand je suis revenu d'expédition il y a 2 ans là sur Imlung, j'avais mes chevilles qui étaient bloquées et qui s'étaient mis en position marche. Donc j'arrivais plus à aussi bien tourner à droite qu'à gauche et je m'en rendais pas compte. C'est le corps qui a décidé qu'il fallait faire ça pour que ça fonctionne. Donc tout ça, c'est des appréhensions à faire. Donc le kiné m'aide beaucoup là-dessus. Je suis suivi par une nutritionniste sportive. J'ai là des prises de sang qui vont démarrer d'ici peu pour surveiller si je suis sage en alimentation. C'est moins gagné. Voilà, ça reste du sport où on rigole pas. Il faut, voilà, le moindre. J'avais écrit quelque chose de fut un temps où je me disais c'est un des rares sports où on est obligé de le vivre à fond parce qu'on s'essaye pas. On s'essaye pas parce que le jour où on s'essaye, c'est le pas de travers et c'est le pas qui fait que c'est peut-être la fin. Voilà. Thibaut, j'ai une question. Est-ce que tu te prépares aussi un petit peu en altitude pour commencer à charger en globules rouges ou c'est vraiment là-bas? Non, je le fais au préambule avec des masques de résistance respiratoire. Alors ça charge pas en globules rouges, hein, ça fait que gonfler et travailler le muscle pulmonaire, parce que le poumon reste un muscle. Tu penses que c'est mieux que quiconque avec la natation. Et après en globules rouges, on globulise en faisant des périodes d'acclimatation qui sont suffisamment longues. Le but c'est de monter, redescendre et s'acclimater de cette manière-là pour globuliser effectivement à juste titre au maximum et être prêt le jour J de cette ascension. Et encore une fois, on n'y est prêt que quand la nature elle décide de dire c'est bon, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller quoi. Et c'est là encore une fois mentalement, faut être prêt quoi. On passe son temps à attendre. Mais pour toi, qui sont les garde-fous? Parce que moi, par exemple, tu vois, pour la traversée de la Manche ou les autres traversées, quand je traverse le détroit de Bering dans une eau à 0 degré, les garde-fous, c'est le médecin et l'huissier. C'est-à-dire que même mon entraîneur n'a pas le droit à la parole. Si le médecin ou l'huissier dit stop, c'est trop dangereux, on arrête. Il y a ce garde-fou là. Est-ce que toi, quand tu arrives à une certaine altitude, il y a un garde-fou qui est là pour dire non, là, ok, tu pourras pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, tu reviendras ou tu reviendras dans 1 an, mais sois raisonnable. Alors le premier garde-fou, malgré tout, c'est la météo. Parce que c'est elle qui guide tout et c'est là où c'est extrêmement vicieuse parce qu'on peut attendre 3 jours, se sentir bien, sauf que c'est pas le moment. Et au 4e jour, il y a une ouverture météo, on se dit on y va et il n'y a plus rien. On n'y est plus. Le garde-fou, dans ce seul moment, c'est nous-mêmes. Et c'est la complexité de l'alpinisme, c'est que il faut avoir cette conscience. Il y a une phrase que j'utilise souvent et qui a un échange avec Thierry qui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est peut-être une bêtise, mais malgré tout, on ne se sent pas partir. C'est une ivresse des profondeurs, c'est la même chose en hauteur. Et à partir de quel moment tu te retrouves seul dans le cadre de ton ascension? Dès qu'on marche plus assez vite. Non, je plaisante. On est rarement seul, mais il y a les signes
les signes qui trompent pas, c'est vraiment le regard, les yeux. Ouais. On voit des choses qui sont dingues. Hein. Il y a des histoires. On a retrouvé des mecs à 8000 mètres torse nu parce qu'ils avaient chaud, quoi. Enfin, c'est des sensations. Et ils vivent des hallucinations. Exactement. Et ils sont complètement conscients. C'est-à-dire qu'on peut leur discuter normalement avec eux, mais ils ont chaud. Et c'est là où, effectivement, c'est très, très dur de décerner des signes Vancouver. Et il y a 1001 choses qui peuvent être alarmantes, mais on veille à tellement de choses dans l'alpinisme, c'est-à-dire que est-ce que mes bouts de doigts, ils vont bien? Est-ce que mes bouts d'orteils, ils vont bien? Est-ce que la respiration, comment je suis? Mon rythme cardiaque, le pouls? J'imagine en natation, on a ces mêmes... les bouts de doigts, je te rassure, au niveau des pieds et des mains, non. Oui, c'est pas faux. Mais effectivement, ton plus gros danger, du coup, c'est ton cerveau qui peut te faire croire des choses qui n'existent pas, que tu es en train de complètement imaginer. Et qui est lié, pardon, d'autres questions, qui est lié au manque d'oxygène ou autre chose? Ouais, un manque d'oxygène, une fatigue extrême. Principalement, c'est un manque d'oxygène. Hein. Le cerveau se met à pu fonctionner correctement. Hein. Et encore une fois, dans la zone, selon les secteurs en chaîne himalayenne, à partir de X mètres, le corps va décider de stopper certaines fonctions. Donc, si tu tombes mal, ça peut être pas bonne. Voilà. Du coup, ça me fait rebondir. Moi, j'ai une question pour toi, Thibaut, et pour Anthony. Tu disais tout à l'heure que c'est un choix numéro 2, le sommet du Shōryū. Comment rebondir en fait quand tu es parti, quand tu t'es préparé, que ce soit mentalement, physiquement, et toute la stratégie derrière sur un sommet, comment tu as pu rebondir, toi, aussi rapidement pour refaire un autre sommet? C'est assez marrant comme moi je pense qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Il n'y a que du positif dans tout ce qui nous entoure, quel qu'en soit l'échec qu'on pense vivre. Je pense que l'échec, c'est un mot qui ne devrait même pas exister. On avait prévu de faire le Shōryū pour info en avril de cette année, et avec Norbou, le Sherpa et ami qui me prépare sur tout ça, m'appelle et me dit Thibaut, même pas la peine cette année, c'est complètement glacé, on n'arrivera pas à faire le Shōryū. Je dis ok. Qu'est-ce qu'on se fait? Moi, il faut que je parte cérébralement, c'est plus possible. On se fait le Lhotse. Bon, ok, on se conditionne, on fait le Lhotse pour avril. Il faut savoir qu'en alpinisme, c'est des périodes très, très, très courtes sur lesquelles on a des ouvertures. Et puis après le Lhotse arrive justement une maladie très peu connue en ce moment dont on parle peu, qui s'appelle le Covid, je crois, qui nous empêche de partir. Et retour aux sources, on se dit qu'est-ce qu'on fait en août? Et ben on fait le Shōryū. Donc quelque part pas si compliqué de repartir. Une grosse discussion avec Thierry en prépa mentale, encore une fois pour juger ça comme étant pas du tout un échec. Et puis c'est reparti. De toute manière, faut y aller. Il y a pas, c'est rien du tout. C'est pas grave. Alors une question pour toi, tiens, du coup là, enfin plus qu'une question. Un ancien élève de l'INSEC, Jérôme Brisebourg. Bonsoir Thibaut, je suis INSEC 94. J'ai pu atteindre le sommet de l'Everest en 2011. Je suis à ta disposition pour en parler si tu veux. Ça peut t'aider. Ouais, voilà. C'est que des échanges de ce type-là qui sont simplement. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce milieu très fermé, c'est ça. Ouais. Mais Jérôme, si tu veux nous communiquer alors tes coordonnées en privé, puis bien sûr qu'on les transmettra. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Une question de Angelino Steven. Pour chacun d'entre vous, quelles ont été les raisons de vous faire aider et soutenir par une branche qui est Tendance.sport? Alors, je vous laisse prendre la parole. Pourquoi Philippe, Jérémy? Moi, c'était très simple. Hein, c'est parce qu'on habite la même ville qui est Nice, et aussi parce que la réputation de Tendance Média, qui a créé Tendance.sport, était très forte sur le secteur, et notamment au niveau du sport, et aussi parce qu'avec Anthony, on a eu assez rapidement un coup de foudre amical, et donc ça a fonctionné assez rapidement. Donc, quand tout est en ligne, c'est-à-dire que y a la bonne ambiance, et c'est professionnel, et qu'on fait du travail de qualité, il n'y a pas de raison de se priver d'un partenariat avec Tendance Sport. Et moi, Anthony, je vais te répondre vite fait. Moi, c'est Angelino qui m'a dit faut que tu viennes chez Tendance Sport. Donc,
Il y a le fils qui est sérieux, il y a le père qui dit des conneries. Concernant Bon, Thanas mais Métier. Ouais, pardon, vas-y. Non, j'allais juste rebondir pour dire que dans la même lignée qu'expliquait Jérémy, comme il disait, c'est un coup de foudre mutuel et c'est vrai que c'est pas que lui qui nous a choisi parce que on a apprécié aussi toute son challenge, la compétition qu'il souhaitait faire. C'était quelque chose qui pour nous était la compétition automobile principalement, nous apporterait beaucoup en termes de valeurs et les valeurs de la famille Croizon que l'on connaît tous, voilà, gravitent autour de Tendance.sport. Tu peux, tu peux, Philippe, tu peux. Thibaut participait donc au développement. Alors Thibaut Carrière participe au développement de la branche sport, donc du groupe. Quelles sont vos ambitions en fait dans ce secteur-là d'activité, sur la partie sport plus précisément? Thibaut, tu veux peut-être expliquer un petit peu comment tu vois les choses, parce que Thibaut qui prépare un beau mémoire là-dessus. Exactement. Je vais rebondir sur une lettre recommandée qui t'attend. En fait, tout a commencé. Ça a commencé. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis au sein du groupe Linkibi, donc avec Anthony qui m'accompagne depuis ces 3 années. Que je remercie grandement parce que c'est en partie et grandement grâce à lui qu'aujourd'hui que Tendance.sport voit le jour. Faut le souligner. Je pense qu'il y a peu aujourd'hui de directeurs qui laissent autant de chance aux salariés. Donc ça, je tenais vraiment à le souligner. Il y a une relation amicale aussi qui s'est créée à côté du boulot. Tendance.sport, pourquoi? Parce que moi, je suis issu d'une formation dans le sport. Je pratique également le sport que je fais à l'AS Monaco Rugby. Donc, c'est une passion depuis petit. Les valeurs également qu'on veut mettre au sein de cette société, donc le marketing et le sport. Donc, tous ces éléments-là, on la lance au travers de Thibaut et tous les participants qui sont là aujourd'hui par rapport à toutes les valeurs qu'ils inculquent. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que eux qui puissent parler mieux que moi de toutes ces valeurs. Enfin, vous l'avez entendu. Donc, c'est ce qu'on veut inculquer au sein de notre société. Je vais rebondir. Oui, vas-y. Je vais rebondir sur ce qui est expliqué parce que c'est très important et du coup, je passe un message vraiment à tous les étudiants de l'INSEC et de toutes les écoles. Pourquoi en fait, d'ailleurs, merci beaucoup pour ces mots, Thibaut. Ça me va vraiment droit au cœur. Et pourquoi en fait, je t'ai donné aussi cette possibilité en fait de mener à bien un projet qui te tient à cœur, pour lequel tu es très impliqué parce que aussi, donc, comme tu disais, tu es sportif. Donc, pour tous les étudiants, c'est vrai que c'est important de pouvoir se consacrer et se dépasser. Et je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui attendent ça. Et c'est ce qui fait qu'on arrive en fait à créer de belles choses avec un étudiant qui est aujourd'hui fait part entière de l'entreprise et nous permet aussi, parce que c'est un échange, hein, Thibaut, je t'ai permis, mais tu m'as permis aussi de développer cette marque. C'est une marque qu'on développe ensemble. On a, comme l'explique, non, plutôt de ce côté-là, un objectif, votre histoire. C'est un peu notre histoire aussi. C'est un peu notre objectif. Voilà, j'ai lu dans les messages tout à l'heure quelle était notre phrase, notre leitmotiv et notre citation. On en a chacun une. Je pense que chacun va pouvoir citer la sienne, qui est pleine qui est pleine d'espoir, et la nôtre c'est celle-ci et elle nous consacre, c'est pour nous et également pour les personnes avec lesquelles on suit. Ok, juste pour voilà. Je me permets de rebondir moi aussi, je voulais vous dire, non, mais sérieux, quand j'ai chaque fois on a peur quand Philippe parle. C'est l'émission de Philippe. Il nous fait une blague à chaque fois. Non, mais tout ça pour dire que effectivement, quand j'ai traversé la Manche à la nage, on a traversé, c'est avec un travail d'équipe, mais c'est vrai que je l'ai fait seul. La recherche de partenaires, je l'ai fait seul. Essayer de communiquer avec des gens, je l'ai fait seul. Et c'est une galère sans nom. Ouais. Je suis pas professionnel de la communication, je suis pas professionnel de rechercher des partenaires et ainsi de suite. Et nous, en tant que sportifs de haut niveau, et Thibaut va pas me dire le contraire, ni Jérémy, c'est chercher des partenaires et gérer les médias, gérer les trucs, c'est une énergie que normalement on ne doit pas dépenser. Ah oui.
Et si on n'a pas une équipe comme Tendance Média derrière nous, on dépense cette énergie et on ne va pas au bout normalement. On risque de s'épuiser rien qu'à faire ce travail-là. Et avoir une équipe comme Tendance Média, ça nous permet de nous poser sur les personnes compétentes et de dire, voilà, moi, mon objectif, c'est de m'entraîner. C'est de m'entraîner à piloter, c'est de m'entraîner à nager, c'est de m'entraîner dans le gainage ou ainsi de suite. Et il y a Tendance Média qui te fait des rapports de temps en temps, qui dit, voilà Philippe, voilà notre projet, voilà ton truc, voilà sur quoi on peut s'organiser, voilà ce qu'on va réaliser. Et ça, tu fais… C'est un soulagement, mais de ouf, quoi. Mais vraiment focaliser sur ton objectif. Et ça, ouais, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire aujourd'hui, surtout dans la société où on vit, une société qui est tellement exigeante. Les partenaires sont tellement exigeants aujourd'hui. Quand ils mettent 20 000, 30 000, 100 000 ou 1 million d'euros sur la table, ils ne s'attendent pas que le pingouin d'à côté dise attends, je vais te faire un petit plan avec une feuille A4. Là, j'ai fait un coloriage avec mes enfants. Regarde, c'est chouette. Hein. Ben non. Le mec, il attend du pro. Il attend que derrière, ça retombe. Parce qu'il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Quand tu as un partenaire qui est là, le partenaire, il n'est pas philanthrope. Il veut que tu réussisses son aventure. Il veut que tu réussisses son aventure parce qu'il veut que derrière, il y ait un retour. Et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels, pour qu'il y ait ce retour derrière. Ok. Bon, du coup, Philippe, j'ai une question pour toi. Ça va te permettre d'enchaîner. Vous pouvez dire que j'étais loin maintenant. Alors, merci, Philippe. Une question de Nico. Dans tes aventures hors du commun, est-ce que tu collabores avec des recherches scientifiques? Non, pas tant que ça. En vérité, pas tant que ça. J'avais mes médecins, mon cardiologue, ainsi de suite. Et non, pas de… Si, avec Jérémy, quand on s'est entraîné avec les commandos marines à Toulon, à Saint-Mandrier, avec les plongeurs des mineurs, et juste à côté de nous, il y avait les commandos Hubert. Donc, bon, les gars, ils ont été impressionnés quand même par notre force de caractère. Et on s'entraînait. Je me suis entraîné avec l'armée justement pour profiter de leur expérience, profiter de l'expérience de l'eau froide, de l'eau chaude. Et tout à l'heure, on a eu une question pour Thibaut pour grimper dans l'Everest, quelqu'un qui a grimpé l'Everest, pardon, qui veut t'apporter son expérience. Et c'est grâce, je dis bien grâce à l'expérience des gens qui l'ont déjà fait, qu'on réussit nos aventures. Moi, par exemple, pour ma traversée de la Manche, je me suis entouré de Arnaud Chassery et Jacques Tuzet, 2 nageurs longue distance français qui avaient réussi leur aventure, qui avaient réussi la traversée de la Manche. Parce que j'avais besoin de les vampiriser. J'avais besoin de connaître leur expérience, comment ils l'avaient vécu, comment ils avaient réagi, chacun différemment de leur côté. Et essayer de prendre le meilleur d'eux-mêmes pour l'intégrer moi dans mon parcours d'aventurier ou de parcours de sport. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout de comprendre que le coup de main, c'était hyper important. Il ne fallait pas le vivre comme un moment désolé, au contraire. Et Thibaut, Jérémy, on en a besoin des coups de main. On a besoin de Tendance Média. On a besoin du gars qui a grimpé l'Everest. Excusez-moi, monsieur, je ne me souviens plus de votre prénom, celui qui a grimpé l'Everest, mais on a besoin de vous. Jérôme, merci. Jérôme, on a besoin de toi, justement. Et Thibaut a besoin de toi pour que tu lui apportes ton expérience. Comment toi, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as réussi à combattre une engelure? Comment est-ce que tu as… Ouais, ça, c'est hyper important. Et surtout, c'est du partage, quoi. Il n'y a rien de plus que le partage. Parce que là, tout à l'heure, on parle tous ensemble. Mais on parle de quoi? On parle de partage, on parle d'aventure, on parle de dépassement de soi et d'exploits sportifs. Donc, c'est la chose la plus importante. Alors non, je n'ai pas travaillé avec encore des scientifiques. Mais je pense qu'ils auraient abandonné avec moi. Une question pour Jérémy de Manu. Bonjour à tous, j'ai une question pour Jérémy. Comment se prépare-t-on à une course comme l'Ironman, que ce soit mental ou physique? Et d'ailleurs, je rebondis juste avant Jérémy, tu as eu un message de bienvenue au Maroc d'une personne que Ah, super, c'est sympa. Merci personne du Maroc. Voilà. La question, comment se prépare une course comme un Ironman? C'est beaucoup d'entraînement. Je me suis entraîné pendant 2 ans à faire du vélo, de la natation, de la course à pied, en sachant que ce que je préférais, c'était la natation. Ensuite, le vélo et la course à pied, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi. Et terminer un Ironman par un marathon de 42 km, ça a été une souffrance, malgré les 2 ans de préparation. Mais ça a été surtout, ça a été 2 ans de préparation donc physique avec beaucoup d'entraînements, entre 2 et 3 entraînements semaine. Donc j'y suis pas allé pour le gagner l'Ironman, j'y suis allé pour le finir. Hein. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et on termine avec un marathon de 42 km. Donc c'est assez long. Moi, je l'ai fait en quasiment 13 heures. Le premier termine en 8 heures et les derniers terminent dans la plage horaire des 20 heures environ. Et puis c'est aussi une préparation par les mentales. C'est très long parce que la natation, c'est la première épreuve. Vous êtes content, c'est le matin, la tête est encore fraîche, tout va bien, vous vous lancez dans l'aventure. Vous perdez 2-3 repères, mais vous arrivez assez facilement à vous remettre dans la ligne et dans l'objectif.
Et ensuite, sur le vélo, il y a 180 km. Et puis là, à un moment donné, il y a une montée, il y a un col qui fait 10 bornes. Assez long, on commence à être dans le dur, et puis ça redescend et ça remonte, et ça redescend et ça remonte, et après on commence à poser le vélo, et là le cerveau il commence à dire en fait qu'est-ce que tu fais là, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est important pour toi pour vraiment que tu continues ou pas, ou est-ce que c'est pas mieux que tu arrêtes à prendre un café, on prend 5 minutes et on réfléchit sur ce que tu fais. Et puis finalement, on se reconcentre, on remobilise les forces, on se referme un peu. Finalement aussi, on reste un peu dans sa bulle. Et puis on se lance, on fait des tours. Là, c'était à Nice, hein, donc on fait des tours sur la promenade des Anglais. Et puis on fait 5 km, 5 km, 5 km, 5 km. Et puis arrivé à 42 km, et ben, on lève les bras, on est très content. Et puis fier d'avoir vécu cette aventure-là. C'est quelque chose que sans doute je referai d'ici les 5 prochaines années. Ok. Une question pour Thibaut, de la part de Kélian. Thibaut, de quelle manière, en fait, toi et ta famille, mais surtout ta famille, t'accompagnent et abordent avec toi une aventure comme celle de l'Himalaya, qui n'est pas rien et dans laquelle tu pourrais avoir des difficultés, en fait. Comment elle m'accompagne? Alors déjà, en me laissant partir. Ça, c'est beau. Hein. Comment elle aborde ça? C'est la base. Non, c'est des sujets compliqués. Après, encore une fois, ça apporte un tel bien-être, c'est un enrichissement qui est tellement constant. Moi, je reste en place sans cet alpinisme qui est assez récent pour moi. J'ai une bougeotte qui est incontrôlable, donc ça m'apporte quelque chose qui est tellement positif que je pense, enfin, on est obligé, je me sens obligé entre guillemets d'y aller. Alors après, demain, évidemment, si on me dit non, bah, je ferai comme tout le monde, je dirais non. Mais c'est que du positif et ça dure. C'est pas qu'une ascension, donc. Voilà, c'est ce pourquoi aujourd'hui ça fonctionne. J'ai un fils de 3 ans, donc c'est pareil, c'est des choses où on a envie de rentrer à la maison. Hein. C'est un leitmotiv aussi pour se dire je suis en haut, c'est bien, maintenant je redescends, c'est mieux. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes. Après l'accompagnement, il n'y en a pas, ou très peu, parce que c'est normal, c'est aussi un peu... c'est mon domaine et c'est cette préparation mentale, j'ai besoin aussi de la faire malheureusement là-dessus, vraiment seul, quoi. Mais est-ce que tu les rassures dans le sens où eux, ils le savent que tu vas partir dans un endroit où c'est hyper dangereux. Donc, est-ce que tu intègres leur peur à eux dans ton aventure? Est-ce que tu l'intègres ou tu veux vraiment la mettre de côté, leur peur, en disant « Ok, je sais qu'ils ont peur, ils m'aiment profondément, mes parents, ma femme, mon enfant, tout le monde m'aime. » Mais est-ce que tu la mets de côté, cette peur-là, ou tu l'intègres en disant « Comment est-ce que je peux arriver à la gérer ?» C'est assez marrant. Très clairement, j'ai peur jusqu'à le contrôle des passeports à l'aéroport de Nice. Je monte dans l'avion, je me dis qu'est-ce que je fais là? J'ai une famille qui a besoin de moi. J'atterris, je prends le 4x4 pour partir en ascension, et là c'est fini. Je pense que on est trop concentré et focus et on n'a pas le droit. Un caillou dans une chaussure, et ça c'est un caillou dans une chaussure, de penser ça, c'est ce que je pense sincèrement. Ça devient un rocher qui a traîné en haut de l'Everest, quoi, ou peu importe le sommet. Par contre, c'est un facteur aujourd'hui qui me dit fais gaffe. Voilà. Mais ouais. je l'occulte vraiment sur le parcours. Très bonne on parlait tout à l'heure des garde-fous. À aucun moment c'est un garde-fou pour toi? Dans le subconscient, évidemment que c'est un garde-fou. On n'y va pas pour se mettre en l'air. Enfin, à un moment donné, on est père de famille, on est ce qu'on est. Évidemment que c'est un garde-fou, mais c'est pas ce que j'ai en tête quand je fais mes ascensions. J'y suis pas pour me dire attention, sinon on fait autre chose, on va à la poste. Enfin, c'est pas ça, quoi. Ok. Il y avait une question de Maël pour toi, Philippe. Est-ce que, à l'inverse, qu'il y ait des chercheurs scientifiques qui t'ont accompagné, est-ce que toi, tu as apporté des choses à des sportifs en termes de motivation, même de technique? Moi, vous savez, je fais beaucoup de conférences désormais. C'est mon métier à plein temps, hein, sur le dépassement de soi, les objectifs, comment est-ce qu'on mène une aventure. Et j'espère apporter cette énergie-là. Enfin, toi, j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, donc maintenant je suis distributeur d'énergie positive. Donc c'est plutôt mon job. Bon, là, ici, on a créé une académie. Là, j'ai mis le polo comme ça. Là.
Académie Philippe Croison, où on a plein de petits jeunes qui sont en situation de handicap comme moi, enfin non, pardon, qui sont des personnes capables autrement comme moi et qui ont des rêves, c'est d'atteindre les Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc dernièrement, je les ai emmenés dans la Manche et on a nagé tous ensemble pour mes 10 ans de la traversée de la Manche. Ils n'avaient jamais nagé en mer, on a eu des creux de 2 mètres, ils ont nagé à contre-courant, enfin c'était apocalyptique. Et ce qui m'a le plus plu dans cette aventure avec mes petits jeunes, c'est que quand on est arrivé au bout, on s'est échoué sur la plage. Il y en a un qui est tombé dans les pommes. Il est vite revenu. Et ce qui m'a plu, c'est de voir la tête des gamins complètement défaite. Et il y a eu un smiley. Ils m'ont regardé tous les 4 et ils m'ont dit « On fait quoi l'année prochaine, Philippe ?» Et ça, c'est que du bonheur. Donc après, il y a eu la recherche sur mes prothèses en carbone et en titane pour nager, pour avoir une meilleure performance possible. Et ces prothèses, aujourd'hui, elles sont libres de droit. Ça a coûté très, très cher avec les ingénieurs et ainsi de suite, mais elles sont libres de droit. Donc, plein de jeunes aujourd'hui ou de personnes moins jeunes peut-être peuvent réaliser ces prothèses et les faire avec leur prothésiste. Donc, voilà, on peut apporter ce genre de choses-là. C'est du partage. Du coup, au niveau scientifique, tu as permis à la recherche de progresser. Ouais, avec les prothèses en carbone, ouais, avec surtout les voilures. Hein. J'ai eu un professionnel qui m'a fabriqué des palmes, qui s'appelle Éric Breyer, qui est à Vannes. Et lui, il a mis un an et demi pour fabriquer mes palmes. C'est-à-dire que ma jambe gauche, j'ai un genou, à jambe droite, j'ai pas de genou, donc j'ai une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc il fallait avoir une dureté de palme différente. S'il mettait les mêmes palmes, bon, bah, je serais encore dans la Manche en train de tourner en rond. Donc, à un moment donné, j'aurais peut-être arrêté. Mais donc, il fallait trouver la bonne dureté des palmes. Donc, on a mis 1 an et demi pour fabriquer ces palmes. Donc, vous voyez que ça a été un long travail avec les ingénieurs et aussi les ingénieurs qui ont travaillé sur ma voiture pour le Dakar. Parce qu'il faut savoir que je pilote sans volant ni pédale. Je pilote avec un joystick. Et donc, j'ai accélération, freinage, direction. C'est comme un jeu vidéo, sauf que je n'ai pas le droit d'écraser les gens. Et à gauche, j'ai un joystick. Pardon, pour monter des fois des rapports. Oui. Donc, voilà. On a compris. Voilà, on a compris que c'est une bonne équipe. Thibaut, une question de Guillaume. Dans le cadre de ta prochaine ascension, est-ce qu'il est prévu que tu sois suivi au niveau des vidéos sur les réseaux sociaux? Bah justement, c'est ce dont on parlait, et là c'est à mon tour de remercier Tendance Média et maintenant Tendance.sport. C'est grâce à eux que tout ça sera possible. Alors ce sera pas des vidéos, ou en tout cas par parcimonie, et on fera des envois comme on arrivera, parce qu'évidemment le téléphone, pour pas citer de marque, en haut est un peu plus compliqué qu'à d'autres endroits, dirons-nous. Mais on est en train effectivement de mettre en place, il y a tout un suivi avec un tracé GPS qui sera fait. On va diffuser à l'avancement et à chaque fois qu'on le pourra des photos, des vidéos. Ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est plus lourd. Alors il faudra un peu plus se renseigner avec l'autre Thibaut, parce que encore une fois, et comme l'a dit Philippe à juste titre, moi je me concentre sur l'ascension et c'est eux qui orchestrent tout, mais évidemment ils l'ont fait d'une main de maître. Il y aura de quoi suivre, il y aura de quoi rêver, parce que c'est quand même aussi le but de ce genre d'expédition, et c'est le but de vraiment donner tout ce qu'on a la chance, nous, de pouvoir vivre, quoi. Voilà. Ça me fait rebondir, du coup, j'en apprécie vraiment ton message, Thibaut. Juste une petite parenthèse. Toi, Anthony, comment réagir face à ça, face aux différents profils, différents projets? Il y a Thibaut qui fait de l'alpinisme, Jérémy qui fait du rallye, Philippe qui fait tellement de projets. Comment réagir et adapter la stratégie en fonction de chaque profil, quoi? C'est beaucoup de temps. On dort pas beaucoup. Quand ils lancent les projets, les gars, on a nos journées qui se raccourcissent et nos nuits qui s'élargissent. Ma femme, elle en parlera. Du coup, bah, on essaie de jongler avec les plannings. J'ai la chance d'être bien entouré, hein. Bon, Thibaut est là aujourd'hui, mais on a une équipe quand même de 10 personnes derrière qui peuvent assurer. Donc ça peut être, il y a des développeurs, des graphistes, des marketeurs, des communiqués de presse, etc. Des attachés de presse, pardon, qui nous aident aussi à mettre en place tout ça. Et on essaye d'adapter, parce que bien sûr, chaque challenge, comme chaque sportif est différent, il a envie de véhiculer une image qui est pas forcément la même que, on véhicule pas par exemple la même image avec Jérémy qu'avec Thibaut. On a des valeurs qui se rejoignent bien entendu, mais chacun a une image et un objectif et une catégorie sportive différente.
Donc on jongle avec les plannings, avec la chance d'avoir une équipe qui soit disponible, qui soit force de proposition et qui nous permette de mettre tout ça en place. Et puis, on est aussi énormément en relation avec eux. C'est avant tout, et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans ce marketing, et c'est ce que j'aime dans le Tendance.sport, et c'est pour ça aussi que on a investi notre sueur dans le développement de cette marque, parce que c'est avant tout une aventure humaine comparativement aux autres aspects du marketing qui sont plus tournés vers la consommation. Là, on est vraiment on véhicule vraiment une aventure humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'aime partager avec les sportifs, avec Thibaut et même avec tout le reste de l'équipe. Une question de Samuel. Alors, pour tous, on l'a compris, dans le cadre de vos projets, vous êtes beaucoup entourés, donc entourés de personnes qui vous motivent, qui portent avec vous le projet. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être, dans le cadre de ces projets, être entouré de personnes qui, au contraire, vous ont peut-être démotivé ou vous ont conseillé de ne pas vous engager dans ce type de projet? Ben moi, mon père, déjà. Non, oui, il y en a toujours, vous savez, il y a quand même de tout, il faut de tout pour faire un monde, et puis il y en a qui viennent vous démotiver physiquement, le plus dur ça reste mentalement, parce que physiquement, mentalement ils viennent vous démotiver par des petites phrases, par des non, c'est pas utile, non, tu y arriveras pas, non, c'est pas possible, c'est quoi ces budgets, pourquoi tu fais ça, t'as pas autre chose à faire, bon, c'est comme tout, et si on faisait d'autres aventures ou si on avait d'autres missions, on aurait sans doute des personnes qui viendraient un peu polluer notre environnement, mais j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est valable pour tous les aventuriers, pour tous les milieux professionnels. De la même façon que Anthony, quand il a dû créer Tendance.sport, il y en a certains qui ont dû lui dire « mais ça sert à rien le sport, pourquoi tu veux faire des choses dans le sport, tu vas pas gagner d'argent ». Bon, ma foi, oui, peut-être, mais bon, en attendant, ça apporte autre chose que peut-être des choses un peu plus concrètes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on mène des aventures comme celle-là, des aventures avec des budgets conséquents, très, très lourds à porter. Si on a une brebis galeuse, il faut savoir. Enfin, il y a pas de rigolade. Là, ok, moi je rigole, je plaisante, des trucs comme ça. Mais quand on est dans l'aventure, il n'y a plus de rigolade. On peut raconter une petite vanne, un truc comme ça, mais s'il y en a un qui est pas bon dans l'équipe, faut pas le garder. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé quand on a relié les 5 continents. J'avais pris un chef d'expédition pour l'aventure, et à la première aventure, on s'est rendu compte qu'il n'était pas bon du tout. On avait foiré et on partait droit dans le mur. Donc on lui a dit merci d'être venu. Tu t'en vas, et on a pris un nouveau chef d'expédition qu'on a reformé très rapidement, mais on a continué l'aventure. Mais on s'est séparé de ce personnage-là. Donc, faut savoir s'entourer, mais quand il y a une personne qui n'est pas bonne, faut savoir aussi trancher. Ouais, donc il y a du management de très haut niveau qui est en place. Bon, Philippe, tu nous challenges là, c'est ça si je comprends bien. Ok, je prends. Vous avez demandé à un vieux routard de venir dans votre conférence ce soir. Il nous avait dit qu'il allait faire passer le message juste avant la fin de la conférence. Et moi, je suis venu honnêtement, déjà d'une pour Anthony et deux pour Thibaut, bien sûr pour mon Jérémy d'amour, hein, mais Thibaut, ce qui va réaliser, moi aussi, ça me fait rêver. Honnêtement, si j'avais des bras, des gens, on l'a bien compris, quand on est aventurier dans l'âme. C'est ancré au plus profond de nous-mêmes. Donc, effectivement, quand Thibaut va partir, j'ai envie de suivre son aventure et j'ai envie de voir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a réussi à atteindre les 8000 mètres? Est-ce qu'il va franchir les 8200 mètres? Tu vois, c'est ça, c'est le truc. Et en même temps, avoir une petite pensée pour lui. Fais gaffe, Thibaut. On t'apprécie, on a passé un moment ensemble. Reviens-nous, quoi. Tu vois, c'est ce qu'a pensé mes parents, c'est ce qu'a pensé Jérémy quand, par exemple, on a traversé le détroit de Bering. J'ai failli casser ma pipe dans le détroit de Bering. L'eau était vraiment très, très froide, donc était à 0 degré. Et tu l'as très, très bien dit tout à l'heure. J'avais un œil qui se barrait sur le côté. Le cerveau commençait à geler. Je répondais plus aux questions. Je pensais que j'étais Napoléon, que j'attaquais les Russes. Donc, non, mais honnêtement, le médecin me posait des questions, je répondais à l'envers. Donc là, ils m'ont sorti de l'eau pour me sauver la vie et ils m'ont emmené vite dans une baignoire chez les Inuits pour me ramener tout doucement à la vie avec un petit filet d'eau chaude. Donc là, j'ai eu très, très, très peur, mais pas sur le coup, mais après. Donc voilà, si je suis là ce soir, c'est à la fois pour vous tous, mais surtout aussi pour Thibaut parce que j'ai vraiment envie de suivre son aventure et de suivre l'aventure du Maroc de mon fils, bien sûr. Mais je vais en parler. Alors peut-être une dernière question et qui est, alors, peut-être.
orienté vers Thibaut, mais pas que, et qui vient surtout de Jérôme, hein, qui a déjà donc atteint l'Everest. Sa question, c'est comment gérez-vous l'échec? Et Thibaut tout à l'heure a indiqué que ce mot devrait même pas exister dans notre vocabulaire. Donc je vous pose quand même la question, de quelle manière gérez-vous l'échec s'il y a échec? Moi, pour ma part, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, on recommence. Ouais. Il n'y a pas d'échec. Tant pis, on grandit. Et encore une fois, c'est même pas tant pis. On revient que grandi, on revient que nourri. Enfin, il n'y a pas d'échec. Je ne pense pas. C'est le sommet pour ma part, en tout cas, et je clôturerai là-dessus. C'est la cerise. Mais avant, il y a le gâteau, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est l'expérience. Si je peux, juste Thibaut, quand tu te prépares mentalement, moi, je sais que dans ma préparation mentale, une des choses les plus importantes, c'était de visualiser l'arrivée, quoi. Ouais. Visualiser l'arrivée tout le temps. Quand on est en préparation mentale, il faut voir l'arrivée, il faut voir la victoire. Quand tu arrives en haut et que tu cries, quoi. Enfin, mais l'échec, on la gère après, mais on peut pas imaginer l'échec en préparation. Enfin, moi, je l'ai jamais préparé comme ça. Complètement d'accord. Il existe un échec. C'est un grand homme qui l'a dit. Le plus grand échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Exactement. Ouais. Voilà. Bravo. Très bien. Ok. Monsieur Thibaut Carrière, est-ce que vous avez une dernière question? Il y a juste une question, je pense, pour tout le monde, pour clôturer ça, de Steven Angelino. Pour chacun d'entre vous, est-ce que le dépassement de soi est un travail de tous les jours, même après votre échéance sportive? Quand on rentre à la maison. C'est pire. Vas-y, Jérôme. Est-ce que le dépassement de soi est un travail de tous les jours? Oui, en fait, quelque part, je sais pas, c'est tellement inculqué, je pense, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre au quotidien, que de toute façon, qu'importe la difficulté ou qu'importe ce que l'on va rencontrer dans notre quotidien, on va avoir le déclic, on va avoir la réflexion pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut passer au-dessus de ce mur, comment on peut le contourner, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc on va dire c'est quelque chose d'assez naturel finalement quelque part, le dépassement de soi. Ok, merci messieurs. On va tous vous remercier. Oui, Philippe. Mais non, mais Thibaut, il n'a pas répondu, Thibaut. Bah oui. Mais Thibaut, il a été bref parce qu'il avait déjà répondu en fait en début de. Ouais. L'échec pour lui n'existe pas, donc voilà. Merci en tout cas, Philippe. Donc on va tous vous remercier pour tous ces messages et ces messages d'espoir finalement. Thierry, excuse-moi, mais t'as un apéro à prendre ou Comment tu sais ça? Mais non, mais là, on est super bien. Thierry, il dit les gars, on arrête maintenant, ça suffit. Mais moi, je suis bien avec vous. Ouais, parce que le sport de haut niveau, c'est un cadre, donc on respecte le cadre. Surtout qu'il a dit si affinité, on continue. S'il y a affinité, donc il n'y a pas. On va tous vous remercier. On va vous souhaiter beaucoup de réussite dans toutes vos aventures. Et on va vous souhaiter bien évidemment une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Et on recommence quand?